Bonjour à tous, premièrement, et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur améliorer votre taux de service, un levier commercial. Alors, moi, je me présente, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera animée par Ronan Emedi, qui est directeur associé chez XL Group, et Michael Sylvestre, qui est manager. Alors, premièrement, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session, donc via le petit module de chat que vous pouvez retrouver dans Teams. Donc, nos animateurs répondront au fil de l'eau à vos questions. Ils feront un petit peu voilà, au fil de l'eau, ou sinon, on pourra aussi prendre un petit moment à la fin pour répondre aux questions si vraiment il y en a beaucoup. Concernant les slides, donc sachez qu'elles vous seront transmises d'ici quelques jours. Elles vous seront transmises par mail et vous recevrez également le replay. Alors, en introduction, je vais vous présenter brièvement la société XL Group pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, à Grenoble et à Rennes. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Ronan et à Michael. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci Camille. Merci Camille. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai fait une fausse manip, Camille, j'ai arrêté la présentation, je m'excuse. C'est bon, c'est bon. Donc, excusez-moi, j'ai failli faire une fausse manip, je vais m'améliorer dans l'heure qui va suivre. Donc, la présentation va se dérouler en 5 étapes. La première, avant de partir directement dans le dur du sujet, on va parler du contexte, le contexte de ce qu'est le taux de service et dans quel contexte industriel aujourd'hui on doit évoluer pour réussir à répondre à cette exigence du taux de service. Et on ira le décrire via trois leviers principaux. Le premier qui est l'analyse de la demande du client. Et on verra un outil et quelques bonnes pratiques que l'on doit intégrer pour gérer cette demande client. On ira le travailler par le biais de l'analyse du flux de valeur et on travaillera sur ce sujet-là un outil, entre autres, qui est la VSM, sur lequel Michael rentrera en détail. Et puis, pour lier tout ça, on n'oubliera jamais la partie pilotage et on en parlera également sur la partie pilotage des humains, mais aussi sur l'exploitation dans le pilotage des indicateurs et de la façon de capter ces indicateurs pour pouvoir piloter les flux et capter les écarts qu'on va avoir. Et on finira par des questions-réponses qui, comme l'a dit Camille, seront aussi abordées au fil de l'eau, puisqu'on pourra interagir avec vous via le chat. En tout cas, capter vos questions via le chat et y répondre en parallèle dans le cadre de notre présentation. Donc le taux de service, on va commencer par le commencement, c'est de quoi on va parler. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions complètes qui existent, mais je vais quand même un tout petit peu y revenir. Le taux de service, à la base, je pense que tous ceux qui sont connectés, s'ils sont là, c'est qu'ils connaissent cette définition. C'est vraiment le pourcentage de produits livrés à temps par rapport à la demande qui a été exprimée par le client. Donc c'est le terme français taux de service qu'on utilise aussi comme définition pour décrire l'OTD, l'on-time delivery, c'est le terme anglais qu'on accorde au taux de service. On trouve aussi le mot OTIF, on time in full, qui veut dire la capacité à livrer dans les temps et la totalité de ce qui a été demandé par le client. La petite subtilité qu'on a mis ici, c'est parfois le taux de service est calculé par rapport à la quantité qui a été commandée et ce qui a pu être livré, et parfois c'est dans tout ce qui a été livré, qu'est-ce qui a été livré à l'heure. Et donc c'est cette subtilité qu'il va falloir déjà intégrer et clarifier dans le jargon qu'on va utiliser entre les équipes, puisqu'on va distinguer là-dedans la notion de fiabilité, la fiabilité qu'on aura à s'engager à respecter un délai, et la notion d'agilité qui sera celle d'être capable de s'adapter à une demande, quelle qu'elle soit, d'un client. Donc derrière ce mot taux de service, bien sûr, il y a la notion de planification qui va être au cœur de toute cette discussion,
Quand on veut répondre à un taux de service, on a une nécessité de planifier, et dans la planification, on va avoir deux objectifs parallèles qu'on va constamment chercher à équilibrer. Le premier, c'est d'anticiper au maximum et de faire grossir, je dirais, l'horizon certain pour pouvoir anticiper et garantir de ne pas se mettre la pression pour pouvoir livrer les clients. Et le deuxième objectif, ça va être d'optimiser notre supply chain et de livrer au plus juste, c'est-à-dire de livrer juste au moment où le client en a besoin, sans faire un stock excessif. Et en fait, c'est un constant équilibre entre les deux qu'on va chercher à travailler, et c'est ce constant équilibre qu'on va chercher à maîtriser dans tous les outils qu'on va développer dans cette conférence. Dans ces outils, on va voir qu'on a besoin de travailler cet équilibre, puisque si on a un horizon certain qui est immense, bien sûr, on fait les produits à l'avance, on est tranquille, le client est toujours content, on a un super taux de service, mais on fait des stocks monstrueux et on se met des contraintes assez importantes puisque on va lancer des lots importants, par exemple, pour livrer des séries, et on va se mettre de la complexité dans notre supply chain. À l'inverse, on peut chercher à livrer en juste à temps, mais on se doute bien qu'en juste à temps, des fois, on aura des appros à faire qui seront des appros longues, on aura des contraintes de production qui seront existantes et qu'on devra gérer, et puis on aura des typologies de produits qui seront des produits que le client ne peut commander que dernier moment, ou alors terriblement à l'avance, et il faut répondre à tous ces types de besoins en même temps. Donc c'est ça qu'on va voir. Tout ce que je viens de décrire là, c'est volontaire, c'est pour décrire le côté VUCA, ou on dit VUCA en anglais pour le monde, c'est-à-dire que les demandes des clients et la façon dont se gère la supply chain entre la demande du client et la livraison de ce qu'il aura demandé, on aura des choses qui vont être volatiles, qui vont être incertaines. On aura une complexité qui va se créer, et puis il y aura l'ambiguïté dans la gestion ou la complexité à gérer les demandes et la diversité des demandes. Tout ça, on va devoir le gérer alors, de deux manières, je dirais opposées, mais finalement qui se rejoignent. C'est un petit peu la même notion que l'extrémité d'aller gérer les anticipations et le juste à temps. On va devoir en même temps, dans l'ensemble de cette supply chain qui est décrit sur le cadre en bas à gauche de ce premier slide, donc dans cette supply chain ou cette chaîne de valeur globale, telle que l'appelait Michael Porter, donc de la chaîne des achats jusqu'au service qui était accordé au client, on va devoir aller découper à la fois ce qui se passe dans toute notre supply chain pour pouvoir analyser de manière plus simple les différents éléments qui composent cette supply chain, mais en même temps, et c'est, je dirais, la thématique principale de cette conférence, aller comprendre que cette supply chain, c'est un tout, et ce tout, il est lié. Et donc, on va devoir aller allier les trois thématiques que j'ai citées dans le sommaire que j'ai expliqué au début. Et ces trois thématiques qu'il faut absolument lier et qui finalement sont assez complexes à lier, c'est le besoin commercial et comment on le matérialise et comment on le traduit. La façon de planifier le flux au niveau de la production, et donc on va aller travailler via la VSM pour les flux de valeur, et puis le diagramme de flux, comme l'expliquera Michael tout à l'heure, pour des flux transactionnels, et mettre là-dedans de l'huile, je dirais, et cette huile, on va la mettre via la communication et via la maîtrise des bons éléments et des bons indicateurs pour pouvoir assurer cette communication sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Michael, je te laisse la main sur le slide suivant. Ouais, donc du coup, comme tu viens de le mentionner, bonjour à tous, pardon. En introduction, par rapport au taux de service, on va avoir trois axes de travail qu'on va dérouler dans la suite de cette présentation. Le premier sera sur l'analyse de la demande client que vous présentera juste après Ronan, pour à la fois observer ensemble et avec les principaux contributeurs la stabilité de la demande, comment se comportent mes commandes clients, est-ce qu'elles sont plutôt lisses, est-ce qu'on a de la saisonnalité au global, mais aussi par famille de produits, parfois pas à l'intérieur de la famille de produits sur les gros contributeurs. Donc la stabilité, ça va être un élément important pour nous aider à caler le flux après derrière. Est-ce qu'on est capable de prévoir, parce que même si on n'est pas stable, mais qu'on sait quand on sera pas stable, bah, finalement c'est beaucoup plus facile de s'organiser, mais ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc le côté, est-ce que j'ai des prévisions fiables ou pas? Alors par définition, on en reparlera, une prévision quand elle est émise, elle est forcément
pas parfaite, mais si on peut s'y fier un petit peu, ça nous aidera quand même. Et sinon, on aura d'autres systèmes type DDMRP dont on parlera juste à la fin de cette présentation. Et puis tous ces éléments-là, ça va nous donner des contraintes de flexibilité qu'on va devoir avoir dans notre flux et prendre en compte dans le deuxième axe de travail, le deuxième levier, comme le précisait tout à l'heure Ronan. Notre flux, dans quelle mesure je dois être flexible en fonction des périodes de forte charge et de basse charge. Donc, est-ce que je vais être fluide ou pas? En tout cas, c'est ce qu'on va chercher à l'être, à la fois en amont, dans le processus de traitement de la commande, mais aussi dans l'exécution du produit ou en tout cas le traitement des dossiers pour un univers plus horizon en service. Et puis le dernier axe, comme l'a dit tout à l'heure Ronan, tout ça, ça marche bien si les flux sont bien calés et si on a la bonne communication entre les services. Ce qu'on va chercher à voir là dans un troisième temps, c'est éviter le fonctionnement en silo qu'on peut parfois observer compte tenu des contraintes d'organisation par service au profit d'un fonctionnement plus transverse dans le flux et que chaque contributeur puisse se positionner par rapport au flux et pas que dans son propre service, auquel cas on aura des problèmes de qualité de service. Voilà, je te laisse prendre la suite, Ronan, sur la partie traitement et analyse de la demande client et puis partage avec le PIC PDP, j'imagine. Exactement. Donc, on part sur la partie analyse de demande client. Merci, Michael. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous en avez. Ça sera plus simple pour Michael et moi, si elles ne se cumulent pas trop, d'y répondre au fil de l'eau. En tout cas, on va attaquer sur cette partie analyse de la demande client en parlant effectivement du PIC PDP. La communication, en fait, je ne dirais pas que c'est un but dans la vie, mais en tout cas, c'est un but dans la vie industrielle et je pense que ça va bien au-delà de l'industrie. Mais plus on peut anticiper, plus on se met un petit peu de sérénité dans la façon dont les choses vont se dérouler. Même s'il reste de l'imprévu, le fait d'anticiper limite la dose d'imprévu et donc permet d'être capable d'en gérer un petit peu, mais de se mettre plus zen, plus serein sur ce qui peut être anticipé. Les trois, je dirais, rituels, ou en tout cas trois pièces qui s'imbriquent pour réussir à faire cette anticipation, c'est ce qu'on trouve sur la deuxième colonne, dans la colonne outils, c'est ce qu'on appelle le PIC, le PDP et la notion d'ordonnancement. On est en fait sur un niveau d'échelle qui va être différent pour ces trois étapes. Le premier est sur une étape qui est long terme, avec un horizon aussi long que possible, j'ai envie de dire, de manière à pouvoir aller capter les besoins commerciaux et la qualité de ces besoins commerciaux. Parce que comme le disait Michael tout à l'heure, on va avoir des prévisionnels qui, par définition, vont être plus ou moins exacts. Ben, le but, c'est d'aller les qualifier en volume, en volume, en diversité, de manière à pouvoir les anticiper et exploiter cette anticipation quand c'est nécessaire pour traiter des phases processus qui seront très contraignantes, pour aller traiter des aprolons qui seront nécessairement à prendre en compte en amont pour être sûr d'avoir ce qu'il faut au bon moment. Donc ce plan du ciel commercial nous permet d'anticiper et de partager la visibilité client avec autant de profondeur que possible pour pouvoir anticiper. Le deuxième point qui met en contact clairement l'interface commerciale avec la planification et donc la production, puisque la planification est entre la production et le commercial, ça va être d'aller analyser ce qui est intégré dans le plan industriel pour voir comment on va le faire absorber par la machine production, qui peut être des machines, mais qui peut être aussi un service administratif qui gère des dossiers. Donc on est dans un contexte qui peut être industriel, mais qui peut être aussi dans le service, bien sûr. Et donc, cette échelle intermédiaire, elle permet vraiment de faire le maillon qui va garantir que les commerciaux sont en train de prendre des commandes et qui donnent de la visibilité sur ce qu'ils vont faire, de s'assurer que ce qu'ils vont prendre comme commande est faisable par la prod, et en retour, la prod, de s'assurer qu'elle va être capable de s'engager sur le capacitaire qu'elle a proposé aux commerciaux pour aller remplir le projet de commande et de pouvoir répondre aux attentes par la suite, puisque on va remplir le plan de production et donc derrière, après, l'ordonnancement qui va être le plan de production au plus précis du terrain, avec des choses qui seront faisables puisque analysées en fonction de ce que la production est capable de faire. Donc voilà les trois échelles sur lesquelles on va travailler
à des échelles de temps différentes également. Et tout ça, on va le gérer avec une charge globale qui sera dans le plan commercial, une charge qui va travailler sur la phase de la charge capacité en macro, de manière à pouvoir avoir cette vision de remplissage des machines ou des hommes qui constituent le processus. Quand je dis remplissage, c'est l'occupation et la charge, mais sans les faire exploser, bien sûr. Et puis, la dernière maille, ça va être d'aller faire la charge capacité détaillée de manière à pouvoir affiner au plus près et pouvoir gérer je dirais, les impondérables, les adaptations nécessaires et les petites subtilités qu'il n'est pas nécessaire de capter au niveau de la planification, mais qui peuvent être gérées en autonomie par la production. Toute cette chaîne-là, elle intègre, je dirais, beaucoup de leviers différents qu'on peut exploiter. La première, bien sûr, on l'a expliqué pendant ces premiers slides, c'est d'aller analyser le portefeuille et son impact potentiel sur le business, c'est-à-dire que le portefeuille peut évoluer, le portefeuille peut être avec des typologies de produits différentes, donc il faut analyser ce portefeuille et pas simplement remplir la boîte production en se disant je bourre la boîte et plus je vais la bourrer, plus je vais me faire de l'argent parce que j'aurai plein de produits qui vont sortir parce que tout va bien se passer. Ça s'analyse et ça s'organise et ça nécessite de la communication. On doit là-dedans intégrer la notion de volume et la notion de ferme et de prévisionnel puisque tout ce qui sera ferme permettra une anticipation aisée, mais le prévisionnel, on doit s'en méfier puisqu'il y aura des changements, il y aura des urgences de dernière minute qu'il faudra adapter. Cette intégration, elle devra se faire dans une planification moyen terme et long terme, avec un échange constant entre les commerciaux, la planification et la production. En général, quand on intervient dans les sociétés, on nous dit, mais oui, bien sûr qu'on communique entre commerciaux, planification et production. C'est une évidence, on s'entend bien, on communique. Bien sûr que les gens communiquent, et en général, c'est le cas, heureusement. Mais entre communiquer et communiquer les bonnes infos pour pouvoir s'assurer qu'au global de la chaîne de valeur, tout va bien se passer, ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est cette notion d'équilibre entre gestion globale et gestion détaillée des particularités de chacun qu'on va devoir aller travailler. Et le dernier ligne, elle est pour en citer une qui est intéressante pour moi, c'est que souvent les commerciaux, et si en plus ils sont à la direction de la société, ce qui est le cas parfois dans les PME, et ben eux, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on gère une planification et une production et une chaîne, je dirais, de logistique qui soit optimisée telle qu'on vient de commencer à le décrire. Mais par contre, eux, ils ont le droit de venir ajouter leur petite commande urgente ou leurs contraintes dans le système parce qu'ils sont les patrons et que donc ils se permettent ce genre d'écart. Eh bien, tout ça, il faut l'intégrer et c'est bien en communiquant ensemble qu'on va pouvoir identifier ces écarts, ces variabilités qui forcément vont mettre de la perturbation dans le flux et qui vont amplifier le côté VICA qu'on a souligné dans cette introduction. Du coup, on a une question de Laurent que je prends avant de passer à la partie d'après, puisque vous arrivez à la fin, je crois, Ronan. Comment faites-vous le pic avec des données commerciales qui ont différents niveaux de fiabilité autres que le ferme pour construire le PDP? Alors, plusieurs éléments de réponse. Quand on parle de pic, déjà, on est forcément sur des données qui ne sont pas forcément fermes, parce que le portefeuille à 1-3 ans, on ne l'a pas forcément. Par contre, il est effectivement fréquent qu'en fonction de la famille de produits ou de la gamme, on est différents niveaux de fiabilité des prévisions. Si vous êtes sur un marché à faire qui va être peut-être potentiellement très erratique et puis peut-être cohabiter avec de la série qui est un peu plus récurrent. Donc là, la complexité effectivement sur l'affaire est plus large. Par contre, l'intérêt du PIC et du PDP, comme le disait tout à l'heure Ronan, c'est déjà de faire les choix ensemble. Le pire, ça serait de se dire c'est pas fiable, on ne sait pas anticiper, donc on fait pas de choix. Mais en tout cas, se poser, se dire sur telle gamme de produits, côté commerce, voilà la voie du client, la voie du commerce, la voie de la production, quelles sont les contraintes à prendre en production. Et ben de tout ça, en tout cas, et des données qu'on aura choisi de regarder ensemble, il devra sortir des choix collectifs et potentiellement arbitrés par la direction qui a son mot à dire si on n'arrive pas à tous se mettre d'accord. En tout cas, faire des choix ensemble. Mais en toute honnêteté, c'est effectivement pas simple. Et pour compléter
ton commentaire, Michael, et prendre un exemple très concret dans ce qu'on fait nous, par exemple, chez Excel, dans notre plan industriel et commercial et le plan de production. On a plein d'hypothèses de sujets qui pourraient tomber dans notre panier commercial, on va dire. Et ben, suivant la fiabilité qu'on aligne en échangeant entre production et la partie commerciale, et ben, on met un taux de confiance ou un taux de transformation de probable suivant l'émission. Et ça nous permet de reconstruire la capacité à les mettre en face, avec bien sûr une prise de risque. Mais si cette prise de risque, elle est partagée, comme le disait Michael à l'instant, eh ben, il y a un alignement qui se maintient entre la prod et les commerciaux pour aller chercher des solutions ensemble quand le risque va être avéré. Et l'intérêt de faire ça, c'est aussi de se dire en amont avec les commerciaux, alors je pense à d'autres références que j'ai pu avoir dans du marché d'affaires, l'intérêt c'est que les commerciaux, dès la prise de commande, vont qualifier en fait ce qu'on appelle le pipe commercial. Et en fait, par exemple, sur 100 ou 200 affaires potentielles, si on les pondère par un indice de fiabilité qui est partagé avec le commerce, eh ben, la loi du nombre fait que globalement, on devrait arriver sur un objectif qui pourra converger entre nous tous, puisque globalement, entre une affaire à 20% et une à 80%, bah, sur 200 affaires, ça se retrouvera, et en pondérant tout ça, on devrait arriver à trouver une hypothèse commune. Et qui construit le PDP? Deuxième question, merci Laurent, puis on va passer à la suite. Dans le PIC, on va retrouver le commerce, le marketing, souvent, Ronan, bien sûr la direction, la production, potentiellement la qualité et la R&D pour les nouvelles gammes également. Ronan, je ne sais pas si tu as d'autres... Et la planification, bien sûr, en transversale, mais qui va de soi dans la thématique d'aujourd'hui. Effectivement, c'est une réunion où effectivement, la majorité de la réunion est consacrée à de la descente d'infos commerciales, donc qui doit être partagée par les différents services pour l'intégrer dans sa complexité de service et voir comment on va y répondre. Donc l'ensemble de ces services sont concernés et vont pouvoir, de ces informations, aller les digérer et en déduire des contraintes ou des points de vigilance à prendre en compte au niveau commercial et faire la boucle de communication. Donc c'est une réunion qui est déjà assez large et pas du tout que commercial, bien sûr. Parce que si pour les commerciaux parlent tout seuls entre eux de ce qu'ils vont avoir à faire, ils vont se faire plaisir et ils vont mettre en danger la société. Ouais. Et c'est souvent la supply qui est responsable du processus et qui amène les données qu'elle a construites en amont avec les différents contributeurs. Très important de le préciser. Je me permets d'avancer, Ronan, et puis pour tout le monde, après la partie premier axe, premier levier, on a échangé sur le PIC PDP et le traitement de la demande client et comment est-ce qu'on va faire des choix en interne ensemble. Deuxième axe, le flux de valeur et son analyse. Alors là, on va rentrer dans ce qu'on aime bien, dans le lean, dans le flux. Vous qui nous connaissez, on ne va pas refaire toute la VSM puisqu'il y a déjà eu des webconf là-dessus et le but, c'est de vous montrer l'intérêt de la VSM pour la notion d'améliorer le taux de service. La VSM pour représenter le flux, donc cartographie du flux de valeur ou value stream mapping en anglais. L'objectif, c'est de cartographier en fait tout notre flux de valeur à partir du moment où la commande rentre côté amont via l'administration des ventes, via le commerce en fonction de l'organisation, jusqu'à la facturation en passant par toutes les étapes, y compris la fabrication. Donc, on n'inclut pas que la fabrication là-dedans parce que, bien évidemment, le temps peut se perdre à différents endroits. Et puis, ce qu'on cherche à faire au travers de la VSM, bah, ça va être de travailler, déjà de mesurer notre temps de traversée, si tant est qu'il est déjà mesuré, global, du début à la fin, en se mettant à la place du client et en parcourant, non pas à la place des opérateurs ou des personnes qui sont en train de traiter les demandes, mais en se mettant à la place de notre produit ou de notre service qui va traverser toute notre organisation du début à la fin. Et ce temps de traversée-là, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de le réduire entre la VSM actuelle, qu'on va construire ensemble. Donc, l'intérêt de la VSM, c'est absolument pas de la faire dans son coin le vendredi soir parce qu'on en a besoin pour le lundi matin. C'est de prendre plusieurs heures, plusieurs journées en fonction du périmètre, en fonction de ce qu'on va faire, pour voir ensemble et identifier ensemble déjà toute notre chaîne de valeur, parce qu'il faut quand même bien imaginer qu'on est chacun tous dans une organisation et pas dans le flux complet. Donc, que chacun contribue à voir cette chaîne de valeur globale et puis puisse identifier et mettre en avant ses propres pertes de temps qui, en fait, pour nous, sont une perte de temps de traversée, une perte de délai qui nuisent à la flexibilité et puis qui nous embêtent, nous, au quotidien en tant qu'opérationnels.
Et donc, c'est ces sujets-là qu'on va voir apparaître, qu'on va essayer d'attaquer un par un au travers le chantier pour construire une VSM future et du coup compresser ce délai opérationnel. Donc, identifier toutes ces pertes de temps, ce qu'on appelle les gaspillages dans le ligne, et puis les opportunités d'amélioration, puisque nous, on aime bien les pertes de temps, en disant, si on arrive à vivre comme ça, demain, on pourrait faire encore mieux. Ça, c'est le principe de nos chantiers. Ça fait référence à quelque chose que vous avez déjà vu croiser chez nous, soit dans le Lean Accounting, mais aussi dans le DDMRP dont on va reparler. La loi de Plaussel qui nous dit qu'en fait, tous les bénéfices d'une organisation, ils sont directement liés à la vitesse du flux des matières et des informations. Et la VSM, on va le voir juste après, elle va nous permettre de voir la cartographie du flux des matières, mais aussi du flux des systèmes d'information qui vont nous donner des ordres pour agir sur nos matières ou sur nos services. Donc très important cette notion-là qu'on décline en fait dans toute l'organisation, y compris supply pour la partie taux de service. Alors comment ça marche la VSM? Ça se fait avec les acteurs, on l'a dit, ça se fait avec du terrain. C'est pas des choses qu'on l'a construit bien sûr dans un bureau, en commençant par tracer les étapes du processus. Dans ces étapes, dans chacune de ces étapes, on va rajouter les flux de matière pour voir un peu notre produit. Alors, je parle de matière parce que ça vient de l'industrie, mais on le fait aussi très régulièrement dans le service avec, par exemple, des traitements de dossiers, que ce soit des dossiers d'assurance, que ce soit des dossiers de système d'information, des tickets. Donc, tout ça, ça peut se mettre avec des délais, des opérations et des produits ou des services qui transitent d'opération en opération. Et ces opérations, elles sont souvent pilotées souvent, même tout le temps pilotées, par un flux d'informations. Le système nerveux central, si je veux dire, c'est quand même notre ERP, un équivalent ERP qui peut être fait en 2 ou 3 briques en fonction des organisations, mais qui en fait va nous envoyer des ordres de production, de traitement sur les différentes opérations. Donc une fois qu'on aura fait ça, on aura notre flux matière, notre flux d'informations. Et puis sur chacune des étapes, et c'est là qu'on va devoir quitter notre bureau et mettre nos chaussures, aller voir soit les opérationnels qui traitent devant leur PC les dossiers, soit sur le terrain, et bien on va aller voir à chaque étape les données en termes de capacité, en termes d'efficience. Est-ce que si je suis sur une machine, j'ai beaucoup de pertes? Lesquelles? Est-ce que finalement, quand je suis sur une étape, je ne reviens pas souvent en arrière? Auquel cas, j'ai un problème de qualité, donc de bond du premier coup. Donc toutes ces données-là, on va les collecter sujet par sujet avec de l'interview, de l'observation pour qualifier en fait chacune des étapes et puis de se dire nos étapes vont se transformer en un temps d'opération et puis entre les opérations il va apparaître quelque chose qu'on appelle du stock. Alors comme le disait tout à l'heure Ronan, si on prévoit tout et que tout va bien, on peut faire du stock et finalement on pourra livrer à l'heure. Sauf que le stock, ça va nous faire perdre en flexibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre chacune des opérations, on va rajouter des stocks en amont qui vont s'accumuler. En fonction de notre flux, on aura forcément identifié un goulot. Si vous avez des opérations qui sont plus rapides, eh ben, elles vont naturellement, en travaillant à leur propre rythme, générer du stock. Et ce stock-là, si on veut changer de type de commande ou changer de type de produit, si on veut changer sa couleur, si on veut répondre à une demande exceptionnelle, comme le disait tout à l'heure Ronan, ce qui ne nous arrive jamais quand on croise des commerciaux dans une usine, bien évidemment, il va falloir les rechercher dans le stock et puis on va rentrer dans une histoire où il va falloir retravailler des produits déjà faits et petit à petit, on va générer des urgences dans toute l'organisation. Donc ce stock-là va se transformer en temps et ce temps-là va devenir notre temps va venir alimenter, compléter notre temps de traversée du produit ou du service. Donc voilà, à la fin de la VSM, on aura une cartographie complète de tout notre flux de matière et d'informations et des problématiques qui ont été amenées par les différents contributeurs à la VSM. Tu parles de contributeurs à la VSM, Michael. Du coup, il y a une question, c'est quelles sont les strates de l'entreprise ou qui est impliqué dans cette VSM de manière, encore une fois, plus ou moins exhaustive, parce que ça peut être variable, mais en tout cas de manière classique. Qui est-ce qui contribue? Oui. Alors, c'est bien souvent, il y a des impondérables, si j'ose dire. L'ordonnancement, la planification, en fonction de comment on est positionné dans l'organisation, ça s'appelle l'ordonnancement, c'est sûr, et la planif également en gros contributeur. La production, pour toutes les infos sur ce qui pourrait se passer. Sur la partie amont, on aura l'administration des ventes. On aura de la maintenance potentiellement qu'on pourra aller voir soit sur le terrain, soit faire venir en fonction des caractéristiques de nos flux. La qualité qui sera aussi une vision très transverse des problèmes, où est-ce qu'ils peuvent apparaître et le fameux bond du premier coup à chacune des étapes. Donc ça, ce sont les contributeurs classiques. Et puis responsable méthode ou Indus.
Donc, ça ressemble à ça en mode post-it, comme on le fait encore très souvent dans nos diagnostics, post-it standard, si j'ose dire, qui marche très bien, où chacun vient avec ses post-it et puis on peut alimenter des petites boîtes de données qu'on a fait en amont de notre côté. Et puis, ça marche aussi très bien, surtout en ce moment en temps de confinement à distance, où on continue de faire des VSM avec les contributeurs et on fait tout ça avec des outils type IOBR. On le fait très souvent chez nous, chez XL. Les deux ne s'opposent pas, les deux se complètent en fonction de nos contraintes et de nos possibilités. Alors, il y a une question qui ouvre un débat peut-être assez long sur la VSM, Michael, et on verra si on y répond entièrement maintenant ou plus tard, mais qui pose la question de savoir si la VSM, elle permet de réduire le lead time, donc l'order to deliver, mais ce n'est pas le seul outil exploitable pour aller travailler le taux de service. Alors, bien sûr que ce n'est pas le seul outil exploitable, en tout cas, c'est pas l'outil, c'est un outil qui travaille plutôt la réduction du lead time. Mais c'est en tout cas un des outils qu'on a choisi de présenter pour parler du flux de valeur. Et si on traite la VSM de manière, je dirais, exhaustive, on doit normalement au moins mettre le doigt sur certains sujets qui seront à la frontière du flux et qui vont aller nous faire chercher les autres causes de taux de service. Donc c'est un outil, je dirais, natif pour aller commencer à capter les causes. Mais bien sûr, les causes ne seront pas que intrinsèques à la prod. Donc on ira parfois les chercher à l'extérieur, au niveau des achats, au niveau du commerce, au niveau du développement. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de quelque part, c'est la conclusion de notre conférence qu'on verra tout à l'heure, que ça ouvre le champ des possibles sur bien plus que le flux de valeur lui-même. Effectivement, là, on est vraiment centré sur le flux de valeur, mais aussi quand on dit flux de valeur, par exemple, j'ai le cas dans la pharmacie, dans la pharma, où en plus de ce flux-là, on a un flux complet qu'on fait sous forme de VSM sur la partie traitement du dossier de l'eau et être sûr que tous nos dossiers qualité, en fait, ont un flux le plus fluide possible et parallèle à la production. Donc, si on l'élargit, effectivement, on devrait voir ressortir quand même une grosse partie des problèmes. Mais si les problèmes sont ailleurs, que ce soit en finance ou par exemple, ou en amont, en innovation, on va avoir d'autres outils effectivement qu'on pourra évoquer, mais qu'on a choisi là aussi de ne pas partager là. Et l'exemple d'Eric, du coup, Michael, était celui sur la fiabilité des prévisions et de la demande. Et donc, effectivement, normalement, quand on va travailler une VSM, on invite les commerciaux qui, parfois, soulignent le manque de confiance, on va dire, qu'ils ont dans la production, etc. Et si on arrive à créer ce dialogue entre la prod et les commerciaux dans la VSM, il va forcément sortir à un moment le sujet de la fiabilité de la prévision ou la variation de cette prévision. Et donc, on ira le traiter autrement qu'avec la VSM, mais la VSM permettra de mettre le doigt dessus. Alors, ça sera certainement l'introduction qui sera plus ou moins simple avec les commerciaux, effectivement, c'est de se dire, quand je vais faire une VSM, je vais chercher à atteindre quoi? Je vais chercher à atteindre un objectif qui est ce qu'on appelle le tag time, en fait. Quelle est la demande de mon client? Et mettons-nous d'accord entre le commerce et la production et le marketing sur quel est notre tag time, on va dire, structurel, et puis quelle flexibilité on veut avoir autour de ce tag time, parce que c'est bien ça qui va nous faire dire, en fonction de ça, bah, notre goulot ou nos goulots ne seront pas au même endroit, nos contraintes ne seront pas au même endroit dans le flux. Et ça, c'est la phase amont de la VSM qui, pour le coup, est hyper structurante pour quel est notre flux. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure en introduction. Je te laisse dérouler, vas-y, continue, ouais, parce que voilà, sinon, on va chaud pour timing. Pour la VSM, j'avance un petit peu. Le but, c'était de repositionner l'outil, de se dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur une étape, quand on va remonter le flux, on a dit tout à l'heure, on allait caractériser chaque étape, on va se poser la question, bah, tiens, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard? Si je suis en avance, il y a des chances que je sois en train de générer du stock pour quelqu'un. Si je suis en retard, je suis potentiellement en train d'impacter la qualité de service de quelqu'un. D'ailleurs, je peux très bien être en avance sur une gamme et en retard sur une autre. C'est pas toujours très simple dans la vie. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va chercher à observer. Qui c'est qui m'a donné l'autorisation de produire? Est-ce que c'est l'ordonnancement? Est-ce que je suis un fichier Excel qui est en partagé avec quelqu'un? Est-ce que c'est un ordonnancement global en lien avec un ERP? Tout ça, je vais le regarder. Qu'est-ce qui fait que je vais déplacer le produit? Qui c'est qui me donne l'autorisation de le faire ou pas? Ma séquence de production, comment est-ce qu'elle se déroule, et puis le rythme, où est-ce qu'on injecte mon ordonnancement dans la chaîne de valeur. Tout ça, c'est les questions qu'on va se poser et on pourra y passer des heures quand on va faire la cartographie de la chaîne de valeur ensemble. Yep, je vais y arriver. Voilà, donc on a fait notre VSM. Alors important, je crois que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr que la VSM, dans une organisation, on ne fera pas une VSM globale pour toute l'organisation, mais on va cibler sur des familles de produits qui ont la caractéristique de passer
sur les mêmes étapes. Parce que si on commence à mélanger des produits qui ne passent pas sur les mêmes étapes, forcément, on va occulter ou on va rajouter des problèmes qu'on n'aura pas ailleurs. Donc, on se focalise sur une gamme soit stratégique qui va être cœur de gamme demain, soit cœur de gamme ou cœur de la marge d'aujourd'hui, ou soit la plus problématique parce qu'on sait que c'est un gros contributeur à notre outil qui n'est pas bon, par exemple. Si on sait qu'on a un problème de performance sur une gamme particulière, on partira sur la VSM. On fera la VSM actuelle avec les contributeurs dont on a parlé juste avant. Et l'idée ensuite de ça, c'est à partir de tous les problèmes qu'on a vus, des opportunités d'amélioration, c'est de se dire quelle est la cible en essayant un peu de tirer du flux des concepts qu'on va développer juste après et pour définir des chantiers d'amélioration pour réduire notre délai de temps de traversée via des chantiers type Kaizen. Un élément complémentaire, mais en fait qui est très très proche, qu'on croise dans les services transactionnels, le diagramme de flux. Peut-être que pour ceux qui nous connaissent, vous l'avez déjà vu. Donc le diagramme de flux, par rapport à la VSM, il a la particularité, en fait, comme vous le voyez, d'être sur un flux transactionnel avec plusieurs acteurs que vous voyez sur la gauche. Ici, le client, le commercial, l'étude de prix, la direction. Et puis chacun des contributeurs va venir en fait nous alimenter avec ce qu'il réalise et dans quel ordre. Ce qui nous permet en fait de voir le flux de la partie plutôt administrative. Souvent, on est plus dans l'univers service ou support. Et puis, chacun va nous dire ce qu'il fait. Le gros avantage, c'est comme la VSM, on construit ensemble, ce qui fait que tout le monde a la vision du flux global, ce qui n'est pas toujours le cas dans une organisation, encore une fois. Et puis, ça permet de reclarifier les rôles et responsabilités de chacun, ce qui est parfois très bien décrit dans les documents qualité, mais pas forcément très connu sur le terrain. Et là, on va pouvoir les animer et puis de se dire qui c'est qui fait quoi, et puis voir les problèmes aux interfaces entre le commercial et l'étude de prix. Tu m'envoies ça, mais par contre, si j'ai pas la référence de la bonne manière, il me manque des éléments. Donc tous ces petits nuages qui vont apparaître entre ce qu'on appelle les Lindo, on appelle ça le swimlane en anglais. Quand je change de Lindo, typiquement, potentiellement, je perds de l'information et du coup, je génère du gaspillage, de la perte de temps, des emails essentiellement ou des recherches de fichiers d'informations qui vont nous faire perdre du temps. Donc, le diagramme de flux, très utile pour ça. Et puis, si on va très loin dans le diagramme de flux, qu'on rajoute des délais, là, on peut se rapprocher de la VSM. Voilà pour la partie flux. Et il nous reste le dernier axe, parce que même si le flux est bon, si on ne le pilote pas tous les jours, bizarrement, ça ne marche pas toujours beaucoup mieux. Alors, il y a Laurent qui pose une question sur l'intervention de la qualité. Quand est-ce qu'elle intervient dans le cadre de l'OTD et de la VSM? Donc, la qualité est en général impliquée dans les démarches VSM, parce que dans les VSM, on aura une partie impact de la qualité sur les capacitaires. Donc, forcément que sur la VSM, la qualité est impliquée. Et après, dans le cadre de l'OTD, la qualité est impliquée d'une part sur la qualité finale client et puis dans la maîtrise de la qualité pour pouvoir maîtriser, je dirais, le temps de traversée et le capacitaire en fait. C'est plus à ce niveau-là que la qualité est impliquée directement. C'est souvent eux qui nous aident beaucoup quand on fait la VSM au niveau de la qualité produit, process, parce qu'ils ont une bonne vision déjà des réclamations qualité et puis des retouches qui sont faites dans le flux en étant sur le terrain. Je pense aux assureurs qualité produit, process par exemple. Donc eux vont beaucoup nous aider et contribuer à ce niveau-là. Ouais. Et puis par exemple dans des secteurs comme la pharma, la qualité elle est omniprésente et du coup elle a vraiment ses flux dédiés à elle. Quoi. J'ai un souvenir de VSM assez mémorable, moi, où je me souviens par exemple qu'il y avait un flux de produits qui était assez compliqué avec pas mal de phases processus, où tout le monde se trouvait bon en qualité parce qu'il faisait à peu près 2% de rebut entre une phase et une autre, donc il disait qu'ils n'impactaient pas trop le capacitaire et puis la quantité de produits qui passait d'une étape à une autre, sauf qu'il y avait une douzaine d'étapes dans le processus et que donc 2% enfin 2% de rebut sur une étape, puis 2% l'étape suivante, puis 2% l'étape suivante, puis 2% l'étape suivante. Je ne vais pas vous faire le calcul comme ça de tête, je serais incapable, mais à la fin, ça faisait beaucoup moins que 98% de qualité. Et le fait d'avoir mixé la qualité et ces différents acteurs, ça a permis d'aller reprojeter la qualité sur le flux complet et d'aller travailler la qualité globale et le bon du premier coup et pas simplement la performance qualité ponctuelle par chacun des acteurs. Pas la finale, mais bien la multiplication de chacun des rendements qualité en fait. C'est le rendement qualité global, effectivement. Donc, cette notion de communication dont on va parler là, alors on a pris deux images sur la droite pour en parler. C'est
on n'est pas en fait en train de décrire deux mondes différents ou trois mondes, celui des commerciaux, celui de la planification et celui de la prod. Et chacun doit faire son boulot, et s'il fait son boulot, l'entreprise ira bien. C'est une ineptie qu'à partir du moment où il y a une frontière entre deux personnes, on se doit de comprendre comment cette frontière fonctionne, comment elle doit être claire en termes de rôle de responsabilité, mais à la fois floue en termes d'échange et de compréhension réciproque des contraintes de chacun. Donc en fait, on se retrouve dans cette image qui est assez différente de la notion de la frontière, mais de cette notion de fourmilière que j'ai mis derrière. En fait, dans une fourmilière, sujet auquel je me suis intéressé à un moment. Chacun, en fait, sait ce qu'il a à faire. Il a sa mission. Il y a l'ouvrière, il y a la pondeuse. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et ils ont une organisation. On aurait pu prendre une autre image que les fourmis qui m'est venue tout à l'heure en préparant la conférence avec Michael. C'est celle d'un orchestre de jazz qui joue finalement même parfois, pardon, qui joue même parfois des phases assez longues d'improvisation où on a l'impression que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Mais derrière tout ça, il y a des règles, il y a une communication tacite et des communications basées sur des règles de fonctionnement qui permettent à l'ensemble de la chaîne de fonctionner correctement et à nous de pouvoir écouter un morceau qui est finalement audible et agréable à l'oreille. Donc, c'est cette communication qu'on va aller créer. Cette communication, elle est en particulier chez Toyota, puisque c'est un des modèles qu'on utilise parfois, mais qui ne s'applique pas, bien sûr, à tous les domaines industriels. Mais en tout cas, on a cette notion de planification. C'est bien la planification qui fait ce liant et ce lien entre le besoin client, les différentes phases de la production et la détection des écarts et la nécessité d'alignement entre les services. On inclut là-dedans, bien sûr, la partie achat, qui au passage est parfois, dans certaines boîtes, incluse dans la supply chain. D'autres fois, elle est exclue et mise sur une entité un peu séparée. Séparée ou pas séparée, j'ai envie de dire que le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, si eux aussi ne se parlent pas, la supply chain ne fonctionnera pas. Et tout ça, ça nous amène à parler de pilotage pour pouvoir aller détecter l'impact que chacun des acteurs a sur le processus pour aller piloter pour détecter, c'est-à-dire que si on met des indicateurs, on va pouvoir aller détecter ce qui fonctionne pas comme prévu et le capter assez tôt pour pouvoir le corriger ou en tout cas s'adapter à ce qui se passe si c'est quelque chose d'inévitable. Et puis travailler ensemble sur les solutions flux globales. J'ai bien sûr un nom de client que je tairai aujourd'hui, mais pareil, j'ai un client avec qui j'ai travaillé une époque où j'avais un responsable supply chain qui était dur comme fer, persuadé que si chacun faisait bien son boulot, entre guillemets, il n'y avait pas besoin de se parler. On n'a qu'à tous faire notre boulot et on sera tous contents. Si le monde était comme ça, je pense que déjà qu'on s'ennuierait parce que ça veut dire qu'on dégradera encore la relation humaine. Mais en plus, les variabilités, les imprévus, le côté VUCA qu'on a cité tout à l'heure, qui s'applique au monde, mais qui s'applique aussi au monde, Chacun des étapes. voilà, en tout cas notre échelle personnelle, fait qu'on doit communiquer pour penser toujours à la fin globale. Et penser global, c'est bien sûr penser le taux de service client. Je te laisse avancer, Ronan. Oui, alors je vois une question qui est sur est-ce que l'OTD permet de prendre en compte ou aide au coût global d'obtention des pièces achetées? Alors, l'affinement de la partie appro peut forcément nous aider à impacter les coûts d'achat, mais on est déjà dans un effet rebond, je dirais, de la recherche de l'OTD. C'est-à-dire que cette analyse d'OTD va nous amener à travailler sur les appros, et l'analyse sur les appros va nous amener à travailler sur l'anticipation, l'engagement, la flexibilité de nos fournisseurs, et donc le coût, le coût des pièces qui sera associé à ce service qu'on nous demandera. Mais ce n'est pas directement un outil travaillé avec les fournisseurs, si ce n'est bien sûr l'OTD fournisseur directement. Donc, passer rapidement sur ce slide-là, parce que ce n'est pas le cœur de la présentation qui est sur le taux de service, mais
tout ce pilotage qui se fait au sein des rituels qui vont être fixés. On a parlé du PIC, on a parlé du PDP, il y aura des réunions de planification, des réunions de pilotage terrain. Tout ça, on va le faire de manière avec des indicateurs qui seront simples, mesurables, réalistes, placés dans le temps, atteignables. On va aller voir comment le personnel est impliqué là-dedans, on va voir comment on pilote l'activité, comment on pilote sa performance, et on va mettre un plan d'action en fonction de ce qui ne fonctionne pas bien. Parce qu'encore une fois, un planning, c'est bizarre ce que je veux dire peut-être, mais en tout cas c'est volontairement bizarre, c'est pas fait pour être respecté, c'est pour essayer d'y coller au maximum. Et quand on ne va pas y coller, on va forcément aller chercher les raisons et essayer de les travailler. Et si ces raisons, on ne peut pas les travailler, on va bien sûr utiliser la notion de MAC qu'on utilise beaucoup dans nos formations au niveau du pilotage. C'est-à-dire que si moi, au niveau de la prod, je ne suis pas capable de maîtriser quelque chose qui m'arrive et que je le subis et que je ne peux pas le gérer par moi-même, ben je dois avoir une entité d'escalation, une entité entre guillemets, supérieure en termes de périmètre de pilotage, avec des personnes qui auront les moyens, l'autorité et la compétence pour m'aider à solutionner mon problème. Par exemple, à m'aligner avec les commerciaux. Parce qu'il y a des moments dans une réunion, le commercial ou les commerciaux vont avoir leur intérêt et leurs exigences, je dirais, passées par le client et la voix du client. La prod va avoir la voix du terrain. Mais entre les deux, il y a la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'il faut réussir à jongler entre les deux. Et ben, si les personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, eh bien, il faudra remonter la chaîne au pire hiérarchique, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas une chaîne fonctionnelle, et aller chercher la direction qui devra aller arbitrer ce type de débat entre les personnes. Michael? Ok. Donc effectivement, comme l'a dit Ronan, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle chez XL l'animation intervalle courte que vous avez. Et là, je vous invite à aller voir d'autres webconf là-dessus, dans lesquels on va effectivement aller voir un peu plus la notion de MAC et comment construire tous ces rituels pour que chacun, comme la fourmilière tout à l'heure, puisse faire ce pourquoi elle est dans l'organisation. Alors pour faciliter les échanges, il se trouve que quand on arrive dans des univers qui sont parfois un peu silotés, comme vous disiez tout à l'heure, pas forcément centrés sur le flux, mais plus sur le service, on va avoir besoin de factualiser un peu les débats par rapport au flux. Et pour faire ça, on a souvent beaucoup de données qui seront disséminées dans l'organisation avec des fichiers Excel qui sont dans les différents services, parfois un peu trop centrés sur les coûts, un peu moins sur les délais, ça dépend de la maturité. Mais pour pouvoir partager, en fait, on va construire des univers de données, ce qu'on appelle de la BI, de la business intelligence, qui vont en fait aller chercher tous ces fichiers Excel qui sont dans l'organisation et dans l'idée de les réconcilier au travers d'une vue commune qu'on partagera, au travers d'une routine, hein, par exemple en AIC, comme on le disait juste avant. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, quel est notre objectif, quel est notre niveau de performance, où est-ce qu'on en est par rapport au délai et comment est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes. Donc la BI, elle est vraiment clé dans ces cas-là. Et elle va nous aider, alors c'est un outil digital certes, mais en fait elle nous aide à déclencher de l'animation et des échanges humains autour de ça, en disant bah, toutes ces données qui sont derrière des PC isolés, on se les met sous les yeux et on va aller chercher dans l'interprétation de ces données des actions d'amélioration. Donc ça, la BI pour nous, elle est vraiment clé parce qu'elle nous permet de factualiser des débats pour s'aligner et pour faire en sorte que l'organisation puisse trouver des consensus là où si on est chacun dans notre coin, comme le disait tout à l'heure Renan, eh ben, on n'est pas prêt d'arriver. En tout cas, les rituels peuvent durer longtemps, mais on n'aura pas de solution. En tout cas, pas de choix fait. La solution, elle n'est jamais unique, hein, un monde ambigu, donc la solution, elle n'est jamais blanche ou noire, elle est plutôt une teinte de gris qu'on cherche. Et ben, c'est dans l'exploitation de ces données qu'on va trouver cette teinte de gris dans nos rituels. Du coup, je vais passer un peu vite sur ce slide-là, mais on a bien vu ensemble qu'on était, on a des leviers dans notre flux sur le capacitaire. Une notion qu'on n'a pas encore abordée, mais qui est le but de la VSM, ça va être dans nos flux d'introduire la notion de flux tiré quand cela est possible. On n'en a pas trop parlé encore, mais entre la VSM actuelle et la VSM cible dont on parlait tout à l'heure, on va introduire la notion de flux tiré et des nouvelles possibilités qui nous sont offertes pour tirer le flux avec nos fameux Kanban. Pour ceux qui nous ont déjà croisés dans d'autres webconf, ces Kanban-là qui parfois ont un petit peu leurs limites, on va les intégrer dans ce qu'on appelle une approche DDMRP que je vais vous présenter juste après. Et tout ça, ça va nous aider à maîtriser nos encours pour rester flexible. Donc, en termes de pilotage, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le DDMRP. Donc, encore une fois, hein, cette webconf, elle s'inscrit dans une démarche amélioration du taux de service. Vous avez des webconf qui sont dédiés au DDMRP. Je vous invite à les revoir et puis aller voir sur notre site
plus de détails. Mais le DDMRP, c'est quoi? C'est dans notre flux de valeur que vous voyez à gauche, en dessous. Et ben en fait, on vient d'un monde dans lequel on avait des systèmes d'information qui mettaient des stocks de sécurité. Ben là, c'est une approche un petit peu différente puisque nos systèmes traditionnels ont un peu leurs limites. Et on va mettre des points de découplage dans notre chaîne de valeur. Donc là, la VSM nous sera très utile pour mettre ce qu'on appelle des buffers. Donc, on va commencer par positionner ces buffers dans notre chaîne de valeur. Et d'avoir fait la VSM en amont, ça, c'est crucial pour bien comprendre la nomenclature et comment tout ça, ça bouge dans nos flux. Donc, on va venir positionner nos buffers qui vont être là pour amortir en fait tous ces degrés, ces taux d'incertitude, cette variabilité qu'on va avoir, soit liée à nos processus, nos machines qui tombent en panne, soit notre management qui change d'avis parfois très souvent entre le commercial qui passe ou le responsable de production. Donc, pour amortir toutes ces variabilités, la variabilité des demandes clients et des fournisseurs, voilà les 4 grands types de variabilités qu'on va adresser dans nos buffers. Et ça va nous permettre dans un deuxième temps de protéger le flux en faisant en sorte qu'on ait les stocks juste nécessaires. Donc là, on n'est plus sur du Kanban, mais vraiment sur des buffers, du stock juste nécessaire qui va nous protéger et faire en sorte que notre OTD soit maintenu avec un niveau de stock qui reste optimisé et qui pourra baisser dans le temps en fonction des calculs de notre DDMRP. Donc là, on a aussi des formations dédiées là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique de l'outil, mais tout ça, ça nous permet en fait, in fine, de tirer le flux de la fin, donc c'est-à-dire de la demande du client, sur toute la supply et de le remonter en positionnant nos buffers, en les calculant via un modèle qu'on va venir caler dessus. Donc c'est du digital aussi, mais c'est aussi une autre manière de tirer le flux. Et c'est aussi des rituels qui sont revus et qui vont faire évoluer nos démarches PIC PDP que présentait Ronan. Donc ça, c'est un peu de la fin, mais c'est aussi une ouverture sur ce qu'on fait actuellement pour améliorer le taux de service, pour continuer dans la logique de je tire le flux, la VSM cruciale, fondamentale, et je vais encore un peu plus loin avec du DDMRP qu'on adresse dans nos démarches Lean, parce que outil très puissant pour tirer le flux, plus large que le Kanban traditionnel. Je reprends le contrôle pour, je dirais pour conclure sur le taux de service et peut-être répondre à quelques questions si d'autres questions arrivent derrière. Une fois qu'on a travaillé cette notion de continuité de communication entre les commerciaux, la planification et la prod, qu'on a bien compris qu'au milieu de tout ça, c'est un petit peu, je dirais, dans l'ADN d'Ixelles de reparler de ça à chaque fois, et en tout cas très important pour moi, mais qu'au milieu de tous ces flux, il y a des humains, et que donc l'intérêt de tout manager et de tout système qui se met en place, c'est d'aller analyser ce qu'on va demander aux équipes de faire et de s'assurer qu'on leur donne les moyens de tenir leur engagement sans qu'elles finissent dans un état lamentable lié à la pression, au stress ou à la variabilité qui est à gérer, qui nécessite, qui fatigue tout le monde. Donc en fait, on est vraiment dans cette notion de communication pour aller lisser l'information et faciliter les gens à travailler, de manière à partager cette vision de la performance au taux de service et à aller chercher chez chacun où est-ce qu'on peut faire sauter des limites pour se permettre d'augmenter le taux de service et de le faire dans la sérénité la plus importante possible. Et tout ça, le faire dans un système agile. Il y a un mot qu'on n'a pas pu citer, mais là, la conférence pourrait durer des heures, je dirais, si on voulait aborder tous les sujets. C'est bien sûr la différenciation retardée, par exemple. Il est bien évident que si on fait la différenciation retardée, on peut anticiper de la fabrication de produits semi-finis sur des phases amont de production qui sont des phases processus qui parfois sont plus longues ou des appros qui sont longues. Et puis après, se laisser la réserve de finir le produit au dernier moment suivant les exigences du client et de pouvoir livrer tout en restant agile puisqu'on a le produit qui est prêt à être fini, on a réduit le temps entre la confirmation de la demande du client et sa livraison, et pour autant on a sécurisé nos stocks sans les rendre trop importants, ce qui est une non-valeur ajoutée dans la définition du Lean. Et donc, bien sûr, une fois qu'on a parlé de ça, et ça va reboucler sur certaines questions qu'il y a eu tout à l'heure, de personnes qu'on peut impliquer, effectivement, on peut impliquer du coup, une fois qu'on a travaillé sur des outils type VSM, diagramme de flux, PIC PDP, qui sont principalement sur la supply chain, et donc qui impliquent la partie en bas à gauche, on va dire, client, pas via le commercial, supply chain et performance opérationnelle. Et on peut aller chercher d'autres leviers au niveau de l'innovation,
aller faire des diagrammes de flux sur l'analyse de comment on intègre un nouveau produit dans la production et garantir une non-compression du temps par un temps de développement trop long ou une convergence sur le développement trop longue. Un travail sur les RH, comme ça a été fait en remarque par une personne, je ne sais plus son prénom, mais quelqu'un qui disait tout à l'heure que dans le PIC, on peut aussi appliquer les RH pour la partie, analyse des besoins en termes de capacitaire Plan humain. d'embauche, exactement, bien sûr. Oui, et puis également, puisque c'était la même personne qui a fait la remarque, la partie finance, puisque la finance va pouvoir aussi aller anticiper et prévoir dans le plan de financement tout ce qui va être investissement, mais aussi capacité de la finance à traduire la qualité de la supply chain dans les résultats finance. Et Ouais. donc là, on ouvre les portes de plein d'autres webconf qui ont eu lieu chez XL, comme celle sur le lean accounting, qui permettent de voir qu'une fois qu'on a tiré la pelote du taux de service, comme tous les systèmes, je dirais, complexes, l'industrie fait que toutes les ficelles qu'on peut tirer sont finalement un petit peu attachées ensemble et on peut aller après tirer l'une ou l'autre pour faire bouger le mammouth qu'est l'organisation industrielle de manière la plus agile possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui viennent. Le sujet est large, la thématique à retenir pour moi, et je vais la baser sur une expérience client qui est commune avec Michael, que je ne citerai pas pour éviter la confidentialité, mais c'est vraiment d'avoir analyser le travail commercial pour le rendre possible et le traduire en termes de planification pour la prod. Ça, c'était le premier élément. Donc, on est sur le pic PDP et ordonnancement. De l'avoir fait en travaillant avec des données, puisque une fois qu'on a réussi à faire communiquer les gens ensemble, le fait de travailler avec des données et ce qu'a montré tout à l'heure Michael sur Power BI, eh ben, c'est des exemples de choses qui permettent de travailler sur du factuel et pas sur des tu m'as pas aidé ou alors disons c'était pas facile parce que si c'est que du ressenti, on ne sait pas quoi en faire. Et puis ce troisième aspect qui est la communication entre les personnes qui va être possible par la lecture des indicateurs, par le rituel qui va se mettre en place et par les outils d'analyse PIC, PDP, VSM, etc., qui vont nous permettre d'optimiser les flux et les flux de valeur. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Et puis passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup, Mickaël et Ronan, du coup, pour cette présentation. Je me permets juste, avant qu'on termine, de vous communiquer au moins la prochaine date de notre webconférence, parce que du coup, on aura une webconférence sur nos nouveaux parcours e-learning qui aura lieu donc le 29 janvier 2021. Donc voilà, c'était juste pour vous communiquer cette petite date. Et merci beaucoup, Mickaël et Ronan, pour cette présentation. Et merci à tout le monde pour votre attention. Et pour ma part, je vous souhaite du coup un bon appétit et à bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt, au revoir. Passez de bonnes fêtes. Oui, bonne fête à tous aussi. Au revoir.